Je vais étudier cette question si difficile pour les juristes et pourtant si essentielle, qui est la question de la justice comme valeur. Non plus la justice comme institution telle que je viens de la présenter à travers sa fonction et ses différents organes, mais la justice comme valeur. On peut dire que la justice institution doit a priori au justiciable la justice comme valeur. La maxime de l'autorité judiciaire ne peut pas être mieux vaut une injustice qu'un désordre. La justice institution est là pour rendre la justice comme valeur et donc déjà au moins dire la vérité, faire la vérité. Ce qui pose évidemment un problème majeur pour le juriste, qu'est-ce que la justice comme valeur, qu'est-ce qui est juste ? Il y a une tradition juridique qui est encore aujourd'hui assez fermement établie, qui consiste à éluder la question de la justice, la question de savoir ce qui est juste dans l'exercice de son activité de juriste. Cette tradition juridique, c'est ce qu'on appelle le positivisme. Le positivisme. Le positivisme, qui consiste, je caricature évidemment, mais il faut bien clarifier les choses. Le positivisme qui consiste à dire que le droit, c'est un ensemble de règles obéissant à une certaine technique qu'il revient aux juristes de maîtriser et de mettre en œuvre. Il n'entre pas dans la fonction, dans le métier de juriste, de s'interroger sur ce qui est juste. La question de savoir ce qui est juste est une question politique, philosophique, ce n'est pas une question juridique. Donc c'est le juriste technicien, c'est le juriste expert de la matière juridique. C'est le juriste qui, en présence d'un cas pratique, d'une situation, sait identifier la bonne règle et la présenter de la bonne manière pour emporter la conviction du juge. Cette position, alors nous sommes dans le débat, je ne dis pas que j'ai raison, mais l'exposé que je vais faire maintenant est un exposé raisonné et raisonnable, et d'autres le tiennent, cette position est intenable. Cette position est intenable pour au moins deux raisons. La première raison est que la technique juridique suppose un raisonnement, une méthode qui ont l'un et l'autre un caractère juridique. La technique juridique ne s'improvise pas et vous l'avez déjà mesuré lorsque nous avons étudié ensemble l'interprétation des normes générales. Nous avons vu qu'une norme suppose un travail d'interprétation et lorsqu'on interprète une règle, on ne le fait pas n'importe comment. Il y a un certain nombre de choses à faire et, en dernière analyse, la plus difficile, comprendre, identifier la portée du texte en considération de ses raisons d'être, en considération de son ordonnancement dans l'ensemble du système juridique. À partir du moment où on raisonne, R-A-I, pas R-E. Ce sont les cloches qui résonnent et les esprits qui raisonnent. À partir du moment où on raisonne, où on a ces méthodes de raisonnement, il y a forcément
des principes implicites qui gouvernent cette méthode et qui ne sont pas des principes qui sont écrits dans les normes de droit positif. À partir du moment où je mets en avant un argument d'une nécessaire cohérence des règles entre elles, d'où vient la nécessité de cette cohérence? Qu'est-ce qui me fait dire que le droit doit constituer un ensemble cohérent? Il y a bien une idée derrière. Et si le droit doit être cohérent, c'est que, nous allons le voir, l'idée de justice suppose la cohérence. Autrement dit, les positivistes commettent une pure positiviste, mais y en a-t-il? Les positivistes commettent une première erreur en sous-estimant les principes implicites qui gouvernent, qui président à leur manière de raisonner. Quelque part, les positivistes font semblant qu'il n'y a aucun idéal de justice qui sous-tend leur raisonnement. Or, il y en a un, et c'est ça qu'il faut chercher, c'est ça qu'il faut aller trouver. La seconde erreur du positivisme, elle est très bien expliquée par ces deux auteurs que j'ai cités, dont j'ai extrait, dans l'œuvre desquels j'ai extrait 2 citations. Donc, 2 auteurs significatifs, et 2 auteurs, passez-moi l'expression, qui ne sont pas des théoriciens perchés, 2 auteurs qui ont compté dans la formation, dans la construction de notre droit positif. Et ces 2 auteurs, l'un comme l'autre, disent à peu près la même chose: on ne peut pas se satisfaire d'une distorsion entre le droit et la justice. Et c'est pas qu'on ne le peut pas par conviction. C'est pas qu'on ne le peut pas par conviction, c'est qu'on ne le peut pas d'un point de vue sociologique. C'est une constatation réaliste. Quelle serait votre réaction si je vous expliquais que le droit se moque de l'idée de justice? Quelle serait votre réaction si un magistrat prenait publiquement la parole, comme le font souvent les hauts magistrats, pour dire, souvent le premier président de la Cour de cassation, qui est généralement interrogé par la grande presse lorsqu'il entre en fonction, et puis qui fait un discours d'inauguration, que dirions-nous si ce haut magistrat disait « je suis à la tête de l'autorité judiciaire, mais je me moque de savoir si les décisions qui seront rendues seront des décisions justes. Nous ne sommes que des techniciens, la justice ne nous intéresse pas. » Ce serait inacceptable. Ce serait l'émeute. Autrement dit, en restant réaliste, sans être un idéaliste, sans rêver de justice, nous savons que parmi les attentes légitimes des individus et des citoyens, parmi les attentes légitimes des individus et des citoyens, il y a comme attente celle que l'autorité judiciaire rende des décisions dont on peut considérer qu'elles sont justes. Et que le droit, plus généralement, est une source, un art, pour identifier des solutions justes. Et c'est tellement vrai que cette idée de justice, cet idéal de justice ne peut être ignoré de la pratique juridique, de la mise en œuvre du droit positif. Cette idée de justice est tellement vraie que cette idée de justice ne peut être ignorée que la Cour de cassation, dans l'un de ses plus anciens arrêts, 7 mai 1828, dit la défense étant de droit naturel. Je vais expliquer.
personne ne doit être condamné sans avoir été interpellé, mis en demeure de se défendre, mais à la limite, peu importe. La suite, c'est ce que j'ai souligné qui est important. La défense étant de droit naturel. Le droit naturel, c'est ce qu'on oppose au droit positif. Et on oppose encore, mais de manière un peu artificielle, le positivisme au jus naturalisme, qui est la formule latine pour désigner les partisans du droit naturel. Donc jus naturalisme, je ne l'ai pas écrit, ça s'écrit J-U-S-N-A-T-U, enfin la suite comme naturalisme. Donc lorsque la Cour de cassation dit que la défense est de droit naturel, elle dit que le droit de se défendre, ne résulte pas seulement du droit positif, du droit qui est posé. Le droit de se défendre résulte d'un droit naturel qui est au-dessus, qui surpasse le droit positif et qui s'imposera, qui doit s'imposer, quel que soit le contenu des règles de droit positif. Ce droit naturel, c'est l'expression ancienne, même si on l'utilise encore, mais c'est une expression ancienne pour désigner l'idéal de justice qui doit soutenir le droit positif. Et si le droit positif s'écarte de cet idéal de justice, de ce droit naturel, eh bien la Cour de cassation viendra rappeler que malgré les termes du droit positif, la défense est de droit naturel, que sur les sujets les plus essentiels, le droit naturel, l'idéal de justice s'imposera, malgré le contenu du droit positif. Là où les positivistes n'ont malgré tout pas totalement tort. Les positivistes font abstraction de l'idéal de justice. Bon, il y en a peut-être un, mais ça ne les intéresse pas. Les justes naturalistes, les défenseurs du droit naturel, eux pensent qu'il y a un idéal de justice. Et cet idéal de justice, on le trouverait donc dans un droit naturel. Sauf que, c'est là que les positivistes n'ont pas tort, les positivistes opposent aux partisans du droit naturel qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura jamais de parfait consensus consensus au sein d'une société, sur ce qui est juste, sur ce qui est de droit naturel. Et ils le diront d'autant mieux que la nature en elle-même ne nous donne aucun idéal de justice. Je vais prendre un exemple qui est encore polémique. Les modes de procréation assistée, PMA ou GPA, suscitent des oppositions au sein de la société. Là, on ne peut pas dire le contraire. Tout le monde n'est pas d'accord. Les uns vont raisonner en termes de liberté, d'égalité, de droit, en disant, puisqu'il existe une technique qui permet d'avoir des enfants autrement que par l'effet d'une relation sexuelle intime, il est normal que tous puissent y accéder. Et d'autres diront, au nom de la nature, qu'on doit respecter les voies naturelles de la procréation. Sauf qu'en réalité,
Ce raisonnement dit de droit naturel qui invoque la nature est évidemment un raisonnement faible. Un raisonnement faible puisque ce qui singularise la nature, c'est que l'homme en fait partie et que l'être humain a ce particularisme de pouvoir modifier le cours de la nature. Autrement dit, si on fait référence à la nature, la procréation par relation sexuelle est aussi naturelle que la possibilité médicale de réaliser une procréation sans passer par la voie dite naturelle. Dans la nature, il y a ce qu'il y a et il y a ce que nous en faisons. Bon, et si je prends un exemple beaucoup plus trivial, les petits-enfants des villes que vous êtes, lorsqu'ils découvrent la nature, ne voient pas qu'une vache dans un pré soit quelque chose de plus naturel qu'un bâtiment et qu'une rue de Paris. La nature, pour chaque individu, c'est ce qu'on trouve en arrivant dans ce monde. Et quand on est un citadin, la nature, ce sont des bâtiments avant d'être de la verdure.